La seconde partie de notre débat consacrée à cette grande coalition, ou plutôt grande coordination qui se met en place pour combattre l'organisation de l'État islamique. On en a parlé dans la première partie du débat, il y a beaucoup de dissensions entre les alliés. Avant de reprendre ce débat, je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain à la Défense, Ashton Carter. C'était mardi. Nous formons une force expéditionnaire pour des missions ciblées. C'est une force qui ne sera pas constamment en Syrie. Elle s'y rendra, conduira des raids et en ressortira. Nous allons en faire plus parce que cela va accélérer la défaite de l'organisation de l'État islamique. Mais nous avons besoin de trouver plus de forces locales capables que nous pouvons aider. Pierre Conessa, les Américains qui vont envoyer des forces spéciales, on a appris ce soir du Pentagone, c'est une centaine d'hommes. Est-ce que l'envoi de ces forces spéciales, est-ce que ça préfigure pas l'envoi de troupes au sol, peut-être de plus d'Américains au sol dans les mois qui viennent? Écoutez, j'espère que non. J'espère que non. Qu'on envoie des forces spéciales, comme leur nom l'indique, ce sont des forces spéciales. Donc qu'on y aille pour faire du conseil technique, etc. Mais pour revenir sur la remarque du débat que nous avions juste avant, il y a une différence essentielle entre faire de la coopération militaire, assurer des zones sécurisées pour des minorités persécutées et devenir belligérant. Or, nous sommes tout de suite entrés dans la belligérance contre l'État islamique. Cet État islamique, c'est dans la hiérarchie de ses ennemis. Les Occidentaux ne sont qu'en fin de liste. Son massacre principal, c'est les chiites, accessoirement les hypocrites, c'est-à-dire les mauvais musulmans, les soufis, et puis en queue de liste, vous avez les Occidentaux. Et nous, on en fait notre ennemi principal, c'est-à-dire qu'on se désigne soi-même comme instrument de la punition des musulmans sur la planète. C'est une erreur stratégique que malheureusement on aurait dû apprendre de l'histoire. Et puis la question que vous posez sur l'efficacité des forces spéciales. Vous savez, les Israéliens ont déversé à peu près 3 kilos de bombes au mètre carré sur Gaza. Comme vous avez pu remarquer, ça n'a pas cassé la résistance palestinienne. Les Américains ont déversé sur le Nord-Vietnam autant de bombes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas fait gagner la guerre. Donc, cette idée d'envoyer des forces spéciales, de mettre une petite soupçon de militaires à droite, à gauche, des coopérations, non, c'est du lifting. Le véritable problème, il sera le jour où on aura des troupes au sol qui auront la légitimité pour se battre contre l'État islamique. Or, je ne crois pas que l'Arabie saoudite soit très intéressée à prêter des troupes. Elle préfère taper sur les chiites de Yémen. Donc aujourd'hui, je vous l'annonce pour vos téléspectateurs, on a eu les réfugiés afghans, on aura les réfugiés irakiens, on a eu les réfugiés syriens, on aura les réfugiés yéménites parce qu'ils ne vont pas, plus les Somaliens, parce que le Yémen accueillait 320 000 réfugiés somaliens. Et ils n'iront pas en Arabie saoudite. Donc il y a un moment où il faut arrêter la mécanique. Il ne faut pas dire on va mettre de l'ordre là-dedans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut revenir sur des calages politiques, mais qui sont nos propres a priori idéologiques. La responsabilité des grandes puissances, il aurait fallu s'occuper de la crise du Congo. 2,5 millions de morts, 13 000 enfants enlevés. On s'en est pas occupé du tout. Bien sûr. Donc il y a un choix idéologique sur la Syrie. Et c'est celui-là qu'il faut remettre en question. Agnès Levallois, sur ce choix justement idéologique sur la Syrie, comment le comprendre? C'est vrai. Comment comprendre finalement que les puissances occidentales aient les yeux rivés et même les deux mains là aujourd'hui dans cette guerre en Syrie et que par exemple le Congo, c'est vrai que finalement personne s'en préoccupe, hein. Ce qui est Parce clair, qu'il y a des intérêts des uns et des autres. C'est vrai que stratégiques. dans le cas de la Syrie, on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, en raison il y a un mot qui aujourd'hui fait bondir et inquiète tout le monde, c'est terrorisme. Et derrière ce mot, on met absolument tout ce que l'on peut mettre, tout ce que l'on veut mettre, et avec des acceptions évidemment qui sont différentes. Aujourd'hui, il suffit qu'on dise terrorisme, organisation État islamique, et plus personne n'est capable de réfléchir et de penser. Ce qui est fou, c'est que le simple fait de prononcer Daesh empêche toute capacité de réflexion. Et on est, nous, occidentaux, je trouve, complètement prisonniers de cela. Donc, au lieu de réfléchir et se dire, Daesh est apparu. Daesh n'est pas apparu hier matin. Ça fait déjà quelques temps qu'on voit cette organisation se mettre en place. On n'a absolument rien fait au départ pour essayer de la contenir. On sait très bien que dès le départ, Bachar el-Assad a favorisé, a été complaisant. On sait très bien que la Turquie a été complaisante à l'égard de... Tout ça, on a fermé les yeux tant que ça ne nous posait pas trop de problèmes. Il a fallu, malheureusement, bien évidemment, qu'un journaliste américain soit décapité. Et alors là, la réaction a été immédiate. Parce qu'à la différence des autres, ce que fait Daesh très très bien, c'est la communication. Tout est basé sur la communication pour montrer qu'ils sont très méchants, qu'ils peuvent faire très très mal et que donc ça devient un danger pour la terre entière. Et la meilleure preuve, l'attentat à Paris, évidemment, est quelque chose d'épouvantable, comme les attentats de Tunis, comme les attentats de Beyrouth, 40 morts à la veille des attentats de Paris, ne l'oublions pas. Le crash de l'avion russe au-dessus du Sinaï, Bamako, enfin les exemples
Mais c'est pour ça que moi, je pense que dans cette situation, si on ne revient pas aux politiques, ça n'a aucun sens. Mais pour ça, il faut réfléchir un petit peu et pas se laisser prendre par cette émotion qui est légitime et qui est tout à fait compréhensible. Mais nos hommes politiques ne sont pas là simplement dans de la réaction. Aujourd'hui, je trouve que nous ne sommes que dans de la réaction vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie depuis 4 ans et demi, presque 5 ans, au lieu d'être dans l'anticipation, dans la réflexion, dans l'analyse. Et à partir de là, qu'est-ce que l'on fait? Alors, c'est vrai qu'au début, la coalition comportait des pays du Golfe parce qu'ils étaient intéressés par lutter contre cette organisation, parce qu'après avoir été là aussi complaisants à son égard, ils se sont aperçus qu'ils étaient les prochains sur la liste de Daesh, hein, le régime d'Arabie Saoudite, et le prochain sur la liste de Daesh. Donc là, ils se sont inquiétés en se disant que c'était quand même dangereux pour eux. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'histoire du Yémen. Donc aujourd'hui, tous les regards des pays du Golfe sont braqués vers le Yémen, qui est considéré aujourd'hui pour eux comme la première menace, Daesh étant la deuxième. Donc, ils veulent régler la première menace avant de s'attaquer à la deuxième. Sauf que ça risque pas de se passer forcément comme ça, comme ils l'entendent, avec cette hiérarchie qu'ils ont mis en place en fonction de leurs intérêts. Donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde s'est laissé complètement prendre par ce qu'est Daesh. On en parle déjà d'ailleurs beaucoup trop, et je trouve que les médias, nous en parlons beaucoup trop. Finalement, on fait leur jeu. Permanence une on pub. fait leur jeu. Non, mais c'est vrai. Ouais. On fait une publicité extraordinaire à cette organisation qui ne vit que de cela et qui a besoin de cela pour continuer à recruter, pour continuer à avoir des gens qui viennent la rejoindre. Donc, on est dans un cercle vicieux et dans quelque chose que je trouve d'extrêmement pervers et qui fait oublier, et c'est la fin, parce que là j'étais un peu longue, le dernier point que je veux aborder, c'est qu'on a complètement oublié qu'en Syrie, il y a une guerre qui a provoqué la mort de centaines de milliers de Syriens depuis 4 ans et demi. On n'en parle plus du tout. Moi, j'entends plus parler du fait qu'il y ait des Syriens tués toute la journée par des barils d'explosifs envoyés par Bachar el-Assad, pas par Daesh. Ça ne minimise pas les exactions de Daesh, évidemment. Mais on a oublié qu'il y avait quand même ce drame que vit la Syrie depuis 4 ans et demi, et que Bachar el-Assad, pour l'instant, il se lave les mains en se disant tant que les Occidentaux on l'a jamais vu autant ne parler, regardent pas, évidemment, que cette organisation est islamique, devant de la scène. Lui, il est tranquille, avec en plus l'avantage qu'a Bachar el-Assad, à la différence des autres, c'est que ces deux alliés qui sont les Iraniens et les Russes sont d'une constante absolue. Il n'y a eu aucun changement de stratégie. Et donc aujourd'hui, les Russes venant prêter main forte à ce régime-là, ce régime Bachar el-Assad se dit finalement, tout ça m'arrange complètement. Et c'est ça qui est terrible dans cette situation. Et là, pour le coup, je trouve que là, nous avons une responsabilité de faire en sorte de ne pas nous attaquer à la source du problème et pas simplement à la conséquence. Alors, Makata, vous vouliez réagir justement sur Bachar el-Assad. Il est vrai que ce président syrien, on ne l'a jamais autant vu et autant entendu parler ces 5 dernières années que maintenant. On l'a vu aller à Moscou, là, il a donné une interview aussi à des journalistes tchèques, mais il revient même sur le devant de la scène. C'est même plus il est oublié, c'est qu'il revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Elle a mis l'accent sur l'aspect très essentiel de la question. Agnès, merci. Franchement, et il y a un exemple, une illustration flagrante devant nous, mais personne n'en parle. Al-Qaïda. Les Américains ont voulu éradiquer Al-Qaïda. Est-ce qu'ils l'ont fait en Afghanistan, en Irak? Non. Al-Qaïda a enfanté. Elle s'est multipliée. Elle a enfanté Al-Nusra, Jabhat al-Nusra, qui est venu d'Al-Qaïda. Elle a enfanté Daesh. Et il enfantera toujours. Tant que ces procédés sont, c'est-à-dire la solution sécuritaire, la solution militaire. Il faut s'attaquer aux racines intellectuelles, aux racines sociales, aux racines idéologiques, aux racines politiques de la question. Parce que de quel ciel est tombé ce Daesh? De quel ciel? Il y a 7 ciels. Du premier, du deuxième, personne ne le dit. D'où est tombé ce Daesh? Qu'est-ce que c'est que ce mystère? On a une maison mère. Et puis, madame, il y a ce qui est grave, plus grave, c'est l'instrumentalisation de Daesh par les Américains. Moi, j'accuse les Américains et le régime syrien. Une instrumentation directe. Par exemple, Daesh est parti, si vous vous rappelez très bien, d'Al-Raqqa, de leur capitale, entre parenthèses, jusqu'à Palmyre. Il y a 130 kilomètres. Il y a eu une centaine de 4x4, des voitures 4x4, avec des dizaines, des centaines de combattants. Et tout le monde les va. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, il les voyait à l'œil nu comme ça. Et les Américains, avec leurs satellites, ils n'ont pas vu. Ils les ont laissés. Ils ont pris. C'est une instrumentalisation. Ça sert à quelque chose. Le régime syrien, il les a vus aussi. Il s'est retiré de Palmyre. Il y a plus grave que il y a des questions, mais personne. C'est comme dans les années 50 aux États-Unis, là où il y a eu
la grande attaque contre les communistes, là, enfin les gauchistes, les communistes, je ne sais pas, j'ai oublié le nom de les monsieur radicaux, qui... ils s'appelaient. Quand Les radicaux, on les appelait. Oui, oui. Non, il s'appelait quelqu'un qui a fait le... McCarthy. Le macartisme. Dès qu'on dit communiste, 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 tout le monde sera liquidé. C'est la même chose maintenant, Daesh. Jérémy Stubbs, il y a quand même un débat aujourd'hui au sein de cette coalition, coordination. C'est faut-il s'appuyer sur le régime syrien, en tout cas les soldats du régime syrien au sol. Les Russes disent oui. Laurent Fabius n'a pas été très clair en début de journée. Bon, il s'est rattrapé. Oui, après il s'est rattrapé en fin de journée. Il a dit oui dans le cadre d'une transition politique sans Bachar al-Assad. Vous pensez qu'il faut s'appuyer aujourd'hui sur le régime syrien et sur les soldats de Bachar al-Assad au sol? Il y a la question des 70 000 rebelles armés évoqués par David Cameron quand il a lancé cette idée dès le départ. Et nous savons que tous ces groupes sont très différents, ne sont pas géographiquement au même endroit. Il paraît difficile dans l'immédiat de voir avec quel groupe on va immédiatement agir et opérer. Ça, je pense que ça reste assez Mais est-ce qu'il faut vague. coopérer aujourd'hui avec Bachar el-Assad? Est-ce qu'il faut coopérer avec les services de renseignement syriens? On dit d'ailleurs officieusement que des Français sont allés très récemment à Damas pour rencontrer les services de renseignement syriens. D'ailleurs, qu'ils n'auraient pas été reçus par le numéro 1, Mamlouk, mais par le numéro 2. Est-ce qu'il faut coopérer avec eux? Comme vous l'avez dit vous-même, toutes ces questions-là sont officieuses et officiellement difficiles à traiter. Ce qui est sûr, c'est que dans le débat aujourd'hui, David Cameron ne prend pas du tout parti pour Bachar al-Assad. C'est inconcevable. Lui, comme François Hollande, jusqu'à une date récente, le vouait en enfer, aux gémonies. Voilà. Donc, mais ils ont un peu infléchi quand même leur position depuis. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle, on appelait c'est la réelle politique peut-être. Exactement. Ouais. Agnès Levallois, sur ça, et je donne la parole Pierre Conessa, sur cette visite-là récente des services français aux services syriens. On sent qu'on a quand même besoin de s'appuyer aujourd'hui sur eux, c'est une réalité. Si la coopération permettait d'obtenir quelque chose, pourquoi pas? Il n'y a pas de morale en politique, pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, les services de renseignement de Bachar el-Assad ne peuvent absolument pas aider la coalition de quelque façon que ce soit, parce que ce régime s'est complètement retiré de toutes les zones. Et c'est pour ça que Daesh était dans ces zones, parce que le régime de Bachar el-Assad n'y est plus. Ils n'ont plus les relais nécessaires. Donc s'appuyer sur les services, je crois que ça ne sert à rien. Dans les régions prises par les combattants syriens. Lorsqu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de communication. Et pour l'armée, si l'armée de Bachar el-Assad pouvait être utile pour lutter contre Daesh, pourquoi pas? Sauf que cette armée s'est retirée systématiquement de toutes les places que Daesh avait envie de prendre, et que cette armée, alors qu'elle est soutenue quand même massivement par les Iraniens, par les milices de Hezbollah et certaines milices chiites, arrive difficilement à garder la capitale et la Syrie utile. Donc comment voulez-vous que cette armée, qui est complètement défaite depuis 5 ans de combat et qui n'est plus du tout motivée, et tous les jeunes, pourquoi il y a autant de migrants syriens? Les jeunes ne veulent pas aller dans l'armée, donc ils partent pour ne pas être pris et enrôlés dans l'armée syrienne. Donc cette armée aujourd'hui est absolument dans l'incapacité totale d'être utile parce qu'elle n'en a plus les ressources. Pierre Conessa, justement sur... Je suis un peu dubitatif parce que rappelez-vous que notre ministre, dans une vision prémonitoire, a annoncé la disparition de Assad il y a environ 2 ans. Il ne devait pas terminer l'année. Bon, visiblement, il n'a pas écouté Fabius puisqu'il est toujours là. Et pourquoi? Mais parce qu'il représente autre chose que l'image qu'on en a. Il représente en particulier la société composite syrienne qui sait très bien que si Daesh l'emporte demain, toutes ces minorités seront purement et simplement massacrées. Attends, s'il te plaît. Bon. Et deuxièmement, l'histoire de la théorie du complot, d'où est sorti Daesh, etc., que c'est Al-Qaïda. Mais attendez, la maison mère existe, ça s'appelle l'Arabie Saoudite. Il y a un article très intéressant du New York Times, malheureusement d'un universitaire français dont j'ai oublié le nom, qui dit l'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi. Et effectivement, ils ont la même... Bachar el-Assad d'ailleurs aussi. Pardon? C'est ce que dit d'ailleurs aussi Bachar el-Assad aujourd'hui. Je sais, moi je connaissais que l'article du New York Times, mais en l'espèce, c'est vrai que l'Arabie Saoudite a la même stratégie que Daesh, c'est-à-dire ils ne se battent pas ensemble, évidemment, puisqu'ils ont le même projet de société, et ils tapent ensemble sur les chiites. Donc on est dans une guerre dans laquelle je ne vois pas la capacité politique que nous avons à peser là-dessus. Je ne vois pas. Mais est-ce qu'il faut traiter, Pierre Conessa, est-ce qu'il faut traiter aujourd'hui avec Bachar el-Assad pour une solution politique? Est-ce qu'il
doit faire partie de la transition ou est-ce que c'est totalement exclu? Parce que comme le rappelait Agnès Levallois, il a à son compte 200 000 morts, si ce n'est pas plus de 200 000 morts aujourd'hui. Est-ce que la réelle politique voudrait qu'on s'assoie avec lui autour de la table Oui, bien sûr. La réelle politique, si on veut effectivement que cette guerre s'arrête, on est obligé de prendre en compte tous les belligérants, tandis que là, on a réussi à faire une réunion à Vienne dans laquelle il n'y avait aucune des parties syriennes présentes. C'est-à-dire qu'on fait de la théorie politique sur carte. On n'avait ni Daesh, ni Al-Nosra, ni l'armée syrienne libre, ni Assad. Bon, cette coalition n'a pas de projet politique. Et encore une fois, je reviens à ma question de départ. Si on n'a pas de projet politique, à part la rétorsion militaire indispensable pour se venger de Paris, je ne vois pas pourquoi on y va. Ahmad Katta. Il me semble que notre ami, c'est-à-dire résume le peuple syrien à Daesh ou Bachar al-Assad. Mais il y a autre chose. Il y a des millions de Syriens, des démocrates, des nationalistes, des patriotes. Mais monsieur, pourquoi, par exemple, pourquoi vous ne parlez pas de l'armée libre? Il y a 5000 officiers qui ont fait défection, qui ont quitté parce qu'ils croyaient que leur gouvernement était dévoyé et ils ne respectaient plus, c'est-à-dire les slogans, les devises de l'armée et de tout terrorisme. Et il y a 100 000 soldats. Pourquoi? Et les Américains ont interdit que cette armée, cette grande armée, se structure et prenne ses responsabilités. Mais adressez-vous à Washington, si c'est si simple que ça, monsieur. Vous êtes en train de me décrire une théorie. Non, mais la Syrie ne se résume pas à Daesh, Bachar al-Assad. Croyez-moi, il y a des millions qui veulent la démocratie, la liberté, des millions et des millions, la majorité. Mais bien entendu, alors, mais pourquoi on ne mise pas sur arrêter le massacre? Parce que vous venez de dire ou bien Daesh et les minorités. C'est pas une question de Daesh. Mais vous arrêtez le massacre en discutant avec les belligérants. Non, vous êtes en train de faire une carte théorique en disant il y a 100 000 hommes qui sont... Mais où sont-ils? Qui c'est qui combat dans plusieurs régions en Syrie? C'est l'armée libre. Il y a aussi l'armée libre. Ben oui. Mais aussi. Mais que représente encore l'armée libre aujourd'hui? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de discussion politique à Vienne, l'objectif c'est quoi? C'est de mettre tout le monde autour de la table. Donc de savoir quels sont les groupes de l'armée libre de Syrie ou d'autres groupes qui font partie de la résistance et qui se battent contre Bachar el-Assad. Donc cela doit en faire partie. Des éléments du régime, bien évidemment. On ne va pas refaire la bêtise qui a été faite en Irak. On ne va pas casser le pays, la Syrie, comme on a cassé l'Irak avec le chaos qui a entraîné, qui a permis l'émergence justement de Daesh. Donc tout le monde est tout à fait conscient qu'évidemment, il faut absolument que les éléments du régime soient présents autour de la table pour assurer une transition. Et après, ce seront les Syriens qui décideront de ce qu'ils veulent faire de leur pays et dans quelle direction ils veulent. Ça n'est pas à nous à dire. Si Bachar n'est plus là, ça va être Daesh. Moi, je pense que c'est absurde de dire ça. Et de toute façon, on n'en sait rien. Et c'est pas nous qui allons le décider. Et heureusement, ça n'est pas notre pays. Donc, la seule chose, le seul point sur lequel on peut, nous, agir, si on considère qu'on a quelque chose à faire parce qu'on fait partie, on a une histoire avec la Syrie, après on peut discuter de la légitimité, tout ça, mais si c'est simplement de faire en sorte que cette réunion puisse se tenir, quel que soit l'endroit, où tout le monde soit représenté et ça a été le début de la réunion de Vienne, avec toutes les insuffisances, au moins l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Russes, les Américains, les Européens étaient présents pour commencer. La deuxième étape, c'est que ce soit les Syriens, évidemment, qui soient présents pour savoir, avec leurs parrains, mais on sait très bien que les Syriens tout seuls ne pourront pas décider. C'est avec les parrains que ça va se décider, parce que ce sont les parrains qui donnent aussi des moyens pour continuer à lutter. Donc si on veut arrêter la lutte et si on veut arrêter le carnage, effectivement, il faut que tout le monde soit autour de la table, les Syriens, mais avec leurs parrains, pour justement permettre d'arrêter ce carnage. Mais faut-il encore que les parrains, et je pense notamment à la Russie, soient d'accord de lâcher Bachar el-Assad? Les Russes ils veulent garder un contact, ils veulent garder cette alliance avec la Syrie. Bachar el-Assad, peu importe, il faut arrêter de focaliser sur Bachar el-Assad. Ce que la Russie veut, c'est un maintien du régime. Oui, et le régime, dans un premier temps, sera maintenu. Dans 10 ans, j'en sais rien. Et les Russes ne font pas une fixation sur Bachar el-Assad. Ils ont le plus grand mépris pour Bachar el-Assad. Ah oui. Ils ont le plus grand mépris pour une seule chose, c'est qu'ils sont intervenus en Syrie à la demande donc de Bachar el-Assad, et Bachar el-Assad leur a fait un tableau, et quand les Russes sont arrivés, ils se sont aperçus que la réalité était tout à fait différente, que l'armée syrienne est en état de délabrement avancé, et que la situation était beaucoup plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient, et la hantise des Russes, c'est d'être complètement enlisés en Syrie, comme ils l'ont été en Afghanistan. Ils ne veulent pas de ça, raison pour laquelle ils ont aussi agi pour que la réunion de Vienne se tienne, se rendant bien compte qu'il faut une solution politique. On ne va pas faire l'économie de cette réflexion. Ahmad Katta, le mot de la fin. Un petit mot. C'est juste. Vous êtes syrien. Je suis tout à fait d'accord sur la position russe. Freud, c'est celui qui a fondé la psychologie des profondeurs, il parle du premier jet. Quelqu'un qui parle comme ça spontanément. Après, il refait ses calculs, il change. Par deux fois, M. Poutine lui-même, je l'ai écouté et j'ai les vidéos, il a dit quand même, cette famille, les Assad, ils ont gouverné 45 ans.
Ça suffit, ça veut dire. C'est ça sa vraie position. Il trouve, mais lui, il a l'œil sur ses intérêts. Il cherche, c'est-à-dire une alternative qui serait acceptable pour les intérêts russes. C'est tout. Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. On accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi soir. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Au Royaume-Uni, le débat sur les bombardements en Syrie, marqué par les difficultés de Jeremy Corbyn à se faire entendre par tous les membres du Parti travailliste. Alors on va le voir tout de suite, mais d'abord évidemment la une d'un certain nombre de médias, notamment The Week, qui pose cette question. Est-ce qu'on doit entrer dans la danse et se joindre au bombardement sur la Syrie? Pour David Cameron, la réponse est limpide. Il a eu cette phrase qui a été très commentée dans les médias britanniques. Il a accusé Jeremy Corbyn, mais aussi tous ceux qui sont contre cette intervention, d'être des sympathisants terroristes. Il a refusé de s'excuser. Il a juste dit qu'il respectait toutes les positions. En tout cas, du côté des conservateurs, les choses sont assez claires, même si un certain nombre ou quelques voix se font entendre pour critiquer, comme ce député conservateur dont on parle sur le site du Télégraphe, qui s'appelle Adam Holloway, qui lui considère que avant de bombarder, il faudrait surtout se pencher sur les racines du mal et que des bombardements comme cela, si il n'y a pas une politique plus large, ne servent strictement à rien. Alors je vous le disais, Jeremy Corbyn a tenté de rallier à sa position au sein de son parti. Ce n'était pas forcément facile. Jusqu'à la dernière minute, il a essayé de plaider pour la paix. Il a essayé de se faire entendre notamment via Patrick Coburn, qui considère que cette campagne est basée sur une forme de naïveté et sur trop peu d'informations, donc une campagne totalement risquée. Toujours du côté du Daily Telegraph, ceux qui considèrent qu'il faut y aller considèrent aussi qu'on ne peut pas avoir de guerre parfaite, ça n'existe pas. En tout cas, c'est le point de vue développé ici. Alors, je vous le disais, Jeremy Corbyn a bien du mal à se faire entendre au sein de son propre parti. On en parle ici du côté du site de Libération. Corbyn et le Labour s'embrouillent sur les frappes en Syrie. C'est vrai que cette tension au sein du parti fait les affaires de David Cameron et renforce sa posture vis-à-vis de ces frappes en Syrie. À la gauche du Parti travailliste, certains sont particulièrement durs à l'égard de Jeremy Corbyn. On parle de capitulation totale devant l'aile droite et les forces pro-guerre de son parti. Et puis certains considèrent que c'est un aveu de faiblesse. Il y avait ce dessin dans la presse britannique où on voit un patron qui explique à son personnel qui n'a pas l'air de beaucoup l'écouter. Il leur dit si je voulais être ignoré, je serais à la tête du Parti travailliste. Du côté du Guardian, toujours, Jeremy Corbyn a connu quelques difficultés avant même ce débat sur les frappes, lorsqu'il expliquait qu'il ne fallait pas sombrer dans un cycle de violence après les attentats de Paris. Une partie de la presse a été particulièrement virulente à son égard, l'accusant de vouloir négocier avec des barbares, avec des terroristes. Des sites internet l'ont clairement critiqué pour cette position. The Economist soulignait même que c'est la période la plus difficile pour le Parti travailliste depuis de nombreuses années, une zone de turbulence. Pour Corbyn, ça sera peut-être un petit peu difficile d'en sortir. Et puis pour clore ce chapitre, ce dessin paru dans le Télégraphe, avec un David Cameron qui arrive avec sa bombinette, une façon de dire que cette présence des Britanniques dans cette coalition ne changera pas forcément grand-chose au chaos qui existe déjà. Alors que se tient la COP 21, l'Indonésie, elle, brûle. Alors c'est vrai qu'on en parle relativement peu, c'est ce que souligne le site Slate. 5 mois de feu en Indonésie, c'est 5 ans de rejet de CO2 par la France, ou encore 1 an de rejet pour 2 grands pays comme le Brésil et le Canada. Alors ces feux ont été déclenchés par la main de l'homme, puisque c'est une façon de cultiver les terres, la technique du brûlis, mais ils ont échappé au contrôle de ceux qui avaient décidé de mettre
le feu, notamment à cause du phénomène El Niño. Ces derniers temps, il y a des périodes de sécheresse particulièrement importantes. Du côté du Guardian, justement, on s'arrête un instant sur ce graphique assez impressionnant. 500 000 personnes atteintes par des problèmes respiratoires, 3 millions d'hectares partis en fumée, 1700 tonnes d'équivalent de CO2 qui ont été libérées dans l'atmosphère. Évidemment, c'est particulièrement choquant en pleine COP21. Et c'est vrai que du côté de la COP21, on n'en parle pas beaucoup. Cette carte montre les émissions de CO2 et on va s'apercevoir que du côté de l'Indonésie, il y a une plaque sombre particulièrement visible. Donc évidemment, le site Slate alerte parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias. On en aura parlé un petit peu ce soir. Merci beaucoup, merci Karim. Merci encore à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal sur France 24.